Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum, on ne parle que de ça. Et on sent tout. On sent les matières premières, les parfums, avec les parfumeurs créateurs. Sans oublier les hommes derrière ces créations. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti. Alors maintenant, poursuivons donc avec la note créative et créativité. En fait, est-ce que tu as une tenue vestimentaire dans laquelle tu crées une tenue particulière? Non. Voilà, j'ai toujours bien aimé m'habiller. C'est vrai que c'était avant d'être parfumeur, j'aimais bien aussi l'idée de créer des vêtements et je m'amusais un petit peu à découper, à créer, créer des associations. Mais non, j'ai pas une tenue dans laquelle je crée. Qu'est-ce qu'il te faut pour créer? Quels sont les éléments autour de toi? Est-ce que tu as est-ce que d'ailleurs tu as une heure où les idées te viennent plus facilement? Alors, ce qui est très important pour créer, c'est le calme. Ce qui n'est pas toujours... C'est un vrai luxe quand je vous dis ça. C'est-à-dire qu'en tant que parfumeur, justement, dans une grosse société, comme j'ai dit, on travaille sur beaucoup de projets. Et bon, voilà, forcément, j'ai 40 ans. Je suis à un moment où je suis extrêmement sollicitée sur tous les projets. C'est assez difficile, mais c'est très important. Et moi, je me bats, en fait. Je fais partie des parfumeurs, des quelques parfumeurs, parce qu'on n'est pas nombreux, à oser un peu se battre et réclamer du calme et de ne pas être dérangé, en fait, sans cesse. Parce que sinon, parfois, les évaluatrices, elles viennent, c'est un peu le... C'est un balai entre les commerciaux et les... Et ta mode. Non, moi, j'ai besoin absolument de calme. Et je déteste être dérangée quand je crée. Et c'est bien la raison pour laquelle, justement, pour Elaka, en fait, je crée pendant mes vacances, en fait. Je crée le week-end, pendant mes vacances, le soir, 23h. Voilà, quand je suis absolument toute seule avec moi. Voilà. Pour moi, c'est hyper important, puisqu'il faut faire le vide. On dit souvent que l'univers a horreur du vide. Et il faut créer le vide pour que l'idée surgisse. Si vous avez trop d'idées ou des gens qui vous parlent, qui vous disent un tel, ou oh mince, faut que je fasse ça, oh j'ai pas fait la soumission pour un tel, et si on est perturbé dans sa tête avec toutes ces questions, c'est impossible de créer. Je veux dire, on peut vous dire, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, quand on est créateur, vraiment créateur, je parle pas de faire le contre-type un tel ou de faire le twist machin chouette. C'est pas ça qui m'intéresse dans la parfumerie. Mais voilà, quand on veut vraiment créer de façon pure, il faut absolument faire le vide en soi. Et donc ça, c'est un vrai luxe. Mais alors, tu y arrives, tu t'es imposée. Je m'impose, quand je suis au bureau, je m'impose. Parfois, si vraiment je demande à travailler de la maison, mais c'est toujours un petit peu compliqué encore de pouvoir travailler de la maison, parce que on peut imaginer qu'on ne travaille pas. Oui. Voilà. Mais quand on connaît la personne, on ne devrait pas se poser ces questions. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est très important. Et voilà, moi, quand je voyage, en fait, c'est absolument les meilleurs moments. C'est-à-dire que je suis avec mon petit carnet Moleskine, je me balade avec mon Headspace, et je me pose, et je n'ai rien d'autre à penser que ça. Et là, j'écris mes formules. En plus, aujourd'hui, maintenant, on a des iPads. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour écrire directement les formules de où qu'on soit. Je peux les envoyer au robot. Voilà. Puis quand je rentre, c'est pesé. Voilà. Donc ça, en tout cas, les formules Elaka, elles sont faites en dehors du temps de travail. Et alors justement, en dehors de ce calme qui est ton luxe, est-ce que tu as besoin d'un autre déclic pour qu'une idée de formule vienne ou se construise? Alors, le déclic, il peut surgir de plein de choses. Ça peut être... Alors, moi, je parle beaucoup de l'effet domino. Et c'est souvent par association d'idées. Parfois, Alors, moi, j'ai un bureau qui est souvent pas très bien rangé. Alors, des fois, je m'en veux parce que ça me fatigue. Je suis pas très organisée. Mais en fait, le fouillis, enfin le bordel entre guillemets, est parfois source d'idées, puisque parfois on voit un accord, je sais pas, mon accord marron, puis un accord, je dis n'importe quoi, wasabi, puis d'un coup on se dit oh bah tiens, un marron wasabi, pourquoi pas, ah ouais, c'est génial. Voilà, et des fois, c'est en fait parfois juste le hasard des choses. Oui. Et moi je crois beaucoup à ce hasard, et je laisse entrer dans ma vie cette force un peu supérieure qui nous amène parfois les choses par hasard. Donc, et après, donc, c'est des chocs. Par exemple, pour Bella de Nina Ricci,
j'avais fait une gelée de rose. C'était un accord que j'avais travaillé depuis longtemps, en fait, qui était voilà, dans ma collection, on va dire. Et puis, j'avais un accord rhubarbe aussi que j'avais fait justement avec ces aromaticiens. Et j'avais fait après un peu un crumble rhubarbe, enfin une rhubarbe un peu passée au four, donc un peu cuite, et que j'adorais. Puis j'avais ces 2 accords un petit peu en rayon. Et puis, à un moment donné, en fait, ce qui m'a donné l'idée des associer, c'est que dans les deux, il y avait une molécule qui s'appelle le fluoropale, qui est une odeur à la fois qui donne donc le côté rhubarbe, c'est vraiment typiquement l'odeur de rhubarbe, donc amère, acidulée. Mais dans la gelée de rose, c'est ce qui donnait le côté gelé, un peu acidulé. Voilà. Donc c'était pas lié du tout quelque rhubarbe. part. Gelée de rose, ça sentait pas du tout la rhubarbe en fait. Ça sentait vraiment la gelée de rose et ma rhubarbe sentait la rhubarbe, mais elles avaient ce point commun. Et en fait, c'est ce point commun qui m'a donné l'idée en fait, de les l'idée lier. les associer. Donc là, c'est vraiment association d'idées. Après, bien sûr, c'est parmi mes voyages, ce que j'ai rencontré. Une source inépuisable. Exactement. Donc, Chaos Oak, brume de Chaos Oak, c'est donc cette Spider Lily que j'ai rencontrée, donc je partais. Il y avait ces gardénias, mais il y avait cette brume. En fait, le matin, c'est très humide. On est entre Phuket et Suratani, c'est une des régions les plus humides du pays. Et donc, il y avait toute cette brume qui se lève le matin. Et en fait, c'est ce paysage, cette brume. C'est comme, donc, ça donne comme un côté, vous savez, quand vous passez un papier buvard. Quelque chose, voilà. Et j'ai voulu en fait transcrire ce côté fondu de la brume qui fait que, en fait, quand elle se lève, elle laisse apparaître tout doucement la Spider Lily, mais c'est comme un mirage, en fait. Il y a quelque chose de super fabuleux. Et puis, c'est cette humidité sur la peau. Donc, en fait, moi, je travaille beaucoup avec synesthésie, c'est-à-dire que c'est la façon de transposer un sens par un autre. Voilà. Et donc, dans les parfums et la caille, il y a énormément cette idée de synesthésie. Pas mon amour, c'était la brûlure du soleil sur la peau, c'est cette odeur de terre en suspension, c'était les dunes, voilà, le côté minéral des dunes. Voilà, je traduis ce que je vois, ce que je ressens. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Baudelaire qui dit les couleurs, les formes et les sons se ressemblent, se correspondent. Se correspondent, exactement. C'est dans les fleurs du mal de Baudelaire, dans des correspondances. Et c'est vraiment un petit peu cette idée que j'ai dans ma parfumerie en général. Après, les desserts, en cuisine, évidemment, ça c'est une source inépuisable de thaïlandaise, un curry, les associations d'épices, d'herbes et tout ça, ça donne évidemment énormément d'idées, effectivement, en parfumerie. Donc il y a beaucoup de sources d'inspiration. D'accord. Mais il faut bouger, il faut être curieux, quoi. Sinon, oui. Je crois qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit pour se laisser happer par quelque chose. La pâtisserie, par exemple, je sais pas moi, un Ispahan de Pierre Hermé. Donc c'est le macaron. Et cette la rose litchi avec cette rose et litchi, voilà, et les framboises, et voilà, ça, c'est des accords. Il avait presque fait un accord de parfumerie quelque part. Oui, exactement, mais tout à fait. Un Kulfi, moi, un des parfums que je peux pas citer, donc est parti d'un accord de Kulfi en fait, donc cardamome, pistache, c'était un lait concentré, safran. Voilà, ça c'est un point de départ aussi d'un parfum que j'ai fait que je ne peux pas citer, mais voilà, donc tout est source d'inspiration effectivement. Et alors, plus particulièrement, au niveau des briefs, qui est donc la façon dont on vous demande de créer un parfum, quel est pour toi le brief idéal ? Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir d'un brief qui t'a marqué, où tu t'es dit, ça serait bien qu'ils soient tous comme ça ? Et en fait, est-ce que tu aimes qu'on te laisse pleine liberté, ou tu as aussi besoin d'être cadré quelque part ? C'est bien aussi d'avoir un cadre, parce qu'en plus, après on est tous différents, non, les parfumeurs. Moi, je suis un peu, j'ai beaucoup d'idées. Je dis pas qu'elles sont toutes bonnes, mais j'en ai peut-être un peu trop. J'ai mon cerveau qui travaille 2000 à l'heure et j'ai beaucoup de choses qui arrivent. Et parfois c'est un peu épuisant. Et si je suis cadrée, c'est plus simple pour moi, parce que je me sens moins assaillie par toutes ces idées. Donc si on me donne un cadre, moi ça peut m'aider. Surtout, les clients pour lesquels je travaille ont chacun un univers particulier, donc je ne vais absolument pas travailler de la même façon pour Narciso Rodriguez et pour Jean-Paul Gaultier. C'est deux univers complètement opposés. Et je travaille les deux, et j'adore travailler les deux, mais je n'ai pas un particulier, mais oui, il y a des briefs qui sont... qui sont plus inspirants que d'autres. Oui, c'est sûr. D'accord. Alors maintenant, on va venir plus particulièrement à tes parfums. Quel est le premier parfum que tu as porté en fait avant de devenir parfumeur ? J'ai porté Allure de Chanel. D'accord. C'était mon parfum et je me souviens, tout le monde me disait, qu'est-ce que tu portes ? J'étais une des premières. C'est Allure. Après, tout le monde portait Allure, donc j'ai changé. Tu avais quel âge à l'époque ? C'était au lycée, donc j'avais au
efficace, je dois avoir 19 ans. Mhm. Je pense que, oui. Quels sont les parfums qui t'ont le plus marqué? Les parfums qui m'ont le plus marqué. Ah, le Forer, Narciso Rodriguez Forer. C'est vraiment un parfum, je trouve, qui a un sillage incroyable. Tout à fait. C'est pas parce que c'est ma belle-sœur qui l'a faite. Hein, je la félicite énormément, avec Francie d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un très très beau parfum. J'adore Féminité du bois. Et là, je l'ai encore ressenti sur une amie journaliste et je trouve ce parfum fabuleux. Voilà, j'aime cette féminité, j'aime bien cette dualité de féminité du bois. Je trouve que c'était très fort pour l'époque. Ah, c'était très osé, C'est très osé. de Et faire un finalement, bois je au le trouve féminin. toujours moderne. En fait, je trouve que finalement, il est toujours d'actualité. Ah, mais il faut dire que Serge Justin, c'est tout de même assez incroyable. Hein. Ouais. Et puis, Et il continue. Ouais, c'est vrai. Très très belle parfumerie. D'ailleurs, c'est ce qui m'a incité à faire ma marque niche, puisqu'à l'époque, c'était que Serge Lutens, Annie Goutal et Creed. Hein. Et quand je rentrais chez eux, c'est vrai que surtout Serge Lutens, cet univers m'avait... Je sortais avec toutes mes mouillettes, je m'asseyais sur les bancs du Palais Royal et j'étais fascinée par ces univers de parfumerie niche, effectivement. Ah oui, puis Serge Lutens, je dirais presque amener cette parfumerie niche à un stade un peu plus haut, en se posant toutes ces questions, en allant encore plus loin qu'un artisan parfumeur ou un Annie Goutal, qui était le démarrage. Mais lui, c'est complètement inouï. En fait, est-ce que tu as une famille olfactive de prédilection? J'aime bien les boisés, en fait. J'aime les bois. En fait, j'aime les bois parce que justement, ils sont ni féminins ni masculins, et je trouve aberrant en parfumerie. On parle de féminité, de masculinité, c'est des odeurs, et je trouve que voilà, on peut tout à fait porter un parfum masculin et inversement. Moi, j'ai porté pour. En fait, mon premier parfum, c'était pour un homme de 40. Qui était un parfum pour homme, donc justement. Une lavande vanille. Une lavande vanille, ouais, tonka, très coup mariné. C'était mon premier parfum et je mettais à 15 ans, en fait. Et oui, j'aime les boisés, j'aime les bois, j'aime le santal, j'aime le vétiver, j'aime le cèdre, justement, l'unité du bois. Ouais. Et alors, parmi tes parfums, quels sont justement ceux, est-ce qu'il y en a qui sont plus boisés que d'autres, et donc quels sont, peux-tu nous en parler? Alors, Ipoupa mon amour. Alors, dans la famille Elaka, par exemple, effectivement, Ipoupa mon amour, c'est vraiment un boisé. C'est un travail autour du vétiver. Altaï aussi, c'est assez boisé. Altaï Mélodie, c'est un cuir, mais il y a aussi beaucoup de bois, de patchouli, de vétiver. Dans Mémoire de Daïzénine aussi, c'est très ambroxant. Il y a une grosse overdose d'ambroxant, il y en a 10%, ce qui est vraiment énorme. Et l'ambroxant, c'est une molécule de synthèse, mais qui a une odeur boisée. Alors, elle rappelle l'ambre gris, donc elle a des effets un peu ambrés, mais elle a aussi des effets boisés, un peu cédrés, mais très modernes, assez purs, en fait, comme notre boisé. C'est une des matières que j'affectionne le plus. Voilà. Et dans l'autre parfumerie, puisque là pour l'instant tu as parlé d'Elaka, mais des bois, on en retrouve. Oui, dans Narciso rouge, beaucoup aussi. On retrouve du santal, du vétiver. Dans Fleur musc aussi de Narciso Rodriguez, c'est très cédré. Je pense que dans tous mes parfums, il y a quand même des notes boisées assez présentes. C'est dans Vétiver Cuir vétiver de Yves Rocher aussi, qui est un magnifique vétiver. Oui. Voilà. Et alors, en fait, quel a été ton premier win? Alors mon premier win, un peu, on va dire... Même s'il était avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui, c'était Tiare Mimosa des Aqua Allegoria de Guerlain. D'accord. Et c'était avec une femme incroyable qui s'appelait Sylvaine Delacourte, je me souviens. Et j'ai bien aimé parce que j'étais toute jeune parfumeur, j'avais encore rien fait, j'avais rien signé, donc j'ai trouvé qu'elle m'a fait confiance, et je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait confiance, parce que je trouve ça très audacieux pour un client de donner un Guerlain pour un parfumeur qui a jamais rien fait, donc elle avait vraiment confiance dans le jus. Ça a été mon premier, mais j'en ai eu un autre qui était un jus pour l'Allemagne. Je me souviens plus le nom. C'est pas grave. C'était un cocktail. Sylvaine qui a d'ailleurs aujourd'hui sa propre marque. Tout à fait. Donc avec une ligne récente autour de la vanille. Alors, en fait, tu nous as beaucoup parlé de Narciso Rodriguez et tu en as fait un certain nombre. Quel est le fil conducteur, en fait, donc depuis ce Forer créé par Christine Nagel et Francis Kurkdjian,
Donc depuis ce démarrage et tout ce que tu as fait, quel est le fil conducteur dans tous ces parfums que tu as pu faire? Alors, le fil conducteur dans la ligne Narciso Rodriguez et surtout dans la ligne Forer, en fait, c'est les muscs. C'est vraiment ce cœur de musc. Voilà, Narciso Rodriguez communique énormément sur ce cœur de musc. Et c'est vrai que c'est cette particularité, c'est ça qui donne un sillage incroyable à tous ces parfums. Donc, on réutilise. C'est pas toujours en fait exactement le même cœur de musc, puisqu'en fait, voilà, c'est comme si vous vous habillez. Un jour, vous avez un pull bleu, mais vous allez mettre une jupe noire, mais vous allez peut-être changer le bijou. Enfin, il faut quand même toujours adapter. Donc, on part d'une structure qui existe, mais on l'alimente différemment. On l'accessoirise. Dans Fleur Musc, j'ai ajouté d'autres muscs qui n'étaient pas dans Forer, par exemple. Voilà, dans le prochain qui va sortir aussi. Après, on en overdose. Donc, le prochain, c'est Pur Musc. Oui, le prochain c'est Pur Musc de Narciso Rodriguez, qui est vraiment un musc qu'on peut utiliser soit tout seul, qui est magnifique tout seul, mais qu'on peut aussi utiliser en juxtaposition, c'est du layering, avec tous les autres de la gamme, donc c'est-à-dire avec le Forer, EDT ou EDP, avec le Fleur Musc, ou avec... je crois que c'est tout sur les... Et à chaque fois, ça va en fait mettre en valeur une des facettes importante, par exemple Fleur Musc, cette facette un peu épicée, baie rose, ça va mettre en lumière cette facette-là. Dans le Forer, ça va, dans le DP, ça va un petit peu booster cette note un peu pêche, jasmin. Voilà, donc à chaque fois, ça va booster une partie importante du parfum. C'est assez intéressant. J'aime bien cette idée de concept de layering. Et surtout que dans cette gamme, ce qui a quand même marqué les gens, c'est cette odeur musquée. C'est vrai, quand on parle de cette ligne Forer, ça a toujours été les muscs. Voilà, Forer, le musc. Voilà, et donc d'avoir fait un parfum en fait, qui est un peu... qui a overdosé ce musc, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le cœur de musc qui est mis à son apogée. Il y en a à 80%, en fait. Quand dans les autres, je sais pas, il y en a peut-être 40%. Donc, vous voyez, c'est vraiment une overdose de ce cœur de musc. Donc, on peut choisir de l'ajouter sur tous les autres parfums aussi. Voilà, si on veut un Forer encore plus musqué, il suffit de rajouter le Pur Musc dessus. Donc, je trouve ça assez intelligent comme concept. Et le rouge, il est en dehors de cette ligne. C'est dans la ligne Narciso, en fait. Oui. Voilà, donc le rouge, il y a aussi toute cette dimension musquée. De toute façon, chez Narciso Rodriguez en général, il a toute une affection par rapport au musc, grâce au musc égyptien, voilà, qu'il a senti un jour dans un marché. Donc tout tourne autour de ça. Mais c'est plus axé dans la ligne Forer, mais dans la ligne Narciso, on retrouve quand même ce côté musqué, mais c'est surtout plus boisé. Il y a vraiment cette ligne conductrice des bois, donc on retrouve dans le rouge avec le vétiver, le cèdre, et c'est une rose. Dans le rouge, c'est vraiment l'idée d'une rose rouge, voilà, assez épicée aussi. Et je crois que tu as fait aussi un masculin. Bleu-noir, tout à fait. Bleu-noir EDP, EDT, il y en a un autre qui va sortir encore bientôt. Et alors là, avec ce masculin, il nous emmène vers quelle note olfactive ? Lequel dans la ligne masculine. L'original, c'était un boisé, mais oui, bien sûr, vous me demandez des boisés, mais c'est le plus boisé de toutes mes créations, et c'est vraiment une de celles que je préfère. C'est autour du vétiver, que j'adore. J'adore Bleu Noir, c'est vraiment un parfum. Quel vétiver? C'est un Haïti hors pur, donc c'est vraiment la plus belle qualité de vétiver. Il y a de la tonka, il y a beaucoup d'épices, il y a de la cardamome, la noix de muscade, il y a des notes hespéridées. C'est très chic, c'est vraiment un parfum. Il n'y a pas de note fruitée, il n'y a pas du tout de note gourmande. C'est voilà. Tu viens de parler d'or pur. Je crois qu'or pur, c'est une ligne de matières premières chez Givaudan qui est particulière. Tu peux nous dire quelques mots? C'est les parfumeurs qui choisissent. C'est vrai que c'était choisi par les parfumeurs, et c'est vraiment la meilleure qualité de naturel, voilà, qui est bien suivie au niveau traçabilité. Voilà, c'est pas un mélange, c'est pas une communelle. C'est vraiment une qualité pure. C'est la plus belle qualité. En fait. Il y a eu un travail particulier fait sur cette gamme, je dirais une extraction ou un mode... C'est pas tellement sur le process, c'est vraiment sur la pureté et l'origine et la pureté en fait. Alors justement, tu as mentionné la gourmandise. C'est vrai que le marché est envahi de cette gourmandise. Quel est toi ton regard sur cette gourmandise en parfumerie? Est-ce que tu peux l'illustrer avec quelques parfums que tu as faits? Oui.
Alors, déjà, c'est bien, c'est quelque chose qui a fait sourire, je pense, toute une génération et encore aujourd'hui. Donc, depuis Angel, aujourd'hui, la vie est belle. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est des parfums extrêmement gourmands qui ont beaucoup de sillage. C'est vrai que c'est devenu toute une famille à part entière. C'est toute une famille très importante. Je dirais que dans les derniers que j'ai faits, il y a eu le Bella de Nina Ricci, qui est aussi qui a une facette gourmande de par sa note, justement, gelée de rose et rhubarbe. Acidulé, mais c'est une note gourmande et c'est pour ça qu'en ça c'est vraiment un nouveau gourmand. Oui. C'est un gourmand pas collant puisqu'en fait on sort des fruits. Voilà, il y a des fruits, mais c'est très acidulé et il y a même de l'amer puisque avec la rhubarbe il y a cette dimension amère. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette addiction non collant. Et ça c'était vraiment très important dans le brief. Donc c'est vraiment une nouvelle génération de gourmands. C'était comment réinventer le gourmand sans être praline, sans être trop maltol, éthylmaltol, cette note qui sent la praline. Voilà. Il n'y en a pas un où tu as un peu une note un peu céréalière, un peu... il me semblait que... Mais j'ai plus le nom en tête. Alors, dans Luminous Orchid aussi, d'Alexander McQueen, on a ces notes un petit peu céréales. Oui, alors ça doit être ça auquel je pense. C'était dans celui-là. Alors, parmi les rencontres que tu as faites, mais je dirais parmi les clients, est-ce qu'il y en a avec qui la collaboration a été plus intense, il y a eu plus de complicité? Quels sont en fait les gens du côté marque qui t'ont poussé dans tes retranchements, qui t'ont fait quelque part aussi avancer? Parce que, en fait, quand vous créez un parfum, c'est un jeu entre le parfumeur et la marque. Oui. J'ai une très belle relation avec toute l'équipe Narciso Rodriguez, puisque c'est vrai, comme vous l'avez dit, j'en ai quand même créé pas mal. Et donc c'est vrai que toute l'équipe me fait vraiment confiance sur les prochains lancements. Donc voilà, ça continue. Donc il y a une très belle complicité, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque, j'aime l'univers du créateur, j'aime l'univers de Monsieur Narciso Rodriguez. Et c'est vrai que c'est vraiment des marques qui ont un ADN très ancré. Oui. Je pense qu'un parfum Narciso Rodriguez, on ne peut pas retrouver ça ailleurs. Non. En plus, il n'y a pas de test donc, chez Narciso Rodriguez. Donc, forcément... Ce qui devient rare, peut-être. Et voilà. Donc, ça permet quand et même précieux. Oui, exactement. Donc, ça permet d'avoir des familles de parfums qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, puisque ce ne sont pas des notes testées. Donc... donc forcément ça ouvre à autre chose en fait. Notamment ces overdoses de musc, c'est pas forcément des choses qui testent très très bien, et pourtant c'est sublime. Oui. Mais voilà, c'est des choses qui se révèlent. Et à ton avis, pourquoi elles se testent pas très bien? Parce que est-ce que ça vient du fait que tout le monde les sente pas, ou il y a une autre raison? Parce que c'est plus des choses qui se révèlent dans l'air, en fond. C'est pas une attaque, c'est-à-dire que les notes qui testent bien, c'est des notes très fruitées, gourmandes en général, qui ont une attaque, c'est-à-dire qu'ils vont sentir tout de suite. Et c'est pour ça que les notes fruitées sont des notes très volatiles en général. Les notes gourmandes aussi, l'éthylmaltol, ça vient tout de suite sur le nez. Et donc, il y a quelque chose de très appétant tout de suite qui fait sourire, qui fait venir l'eau à la bouche. Et oui, qui rappelle des choses. En test. Et qui aussi rappelle des choses connues. Exactement. Qui rappelle tout à fait des choses connues. Voilà, ouais. Alors, revenons un peu un instant à El Laka. À quel moment est-ce que tu as décidé de créer El Laka? Alors, ça fait en fait longtemps que ce projet un peu mûrit dans ma tête. On l'a lancé donc l'année dernière, mais ça faisait effectivement plusieurs années que ça mûrissait. J'ai eu envie en fait d'avoir peut-être plus de liberté dans la création. J'avais envie d'avoir du temps et de travailler à mon rythme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre de lancements... oui, il augmente tous les jours. C'est vrai que le métier de parfumeur a extrêmement évolué. Et pour moi, c'était très important de retrouver un peu une façon de créer, je dirais, à l'ancienne, oui. En prenant son temps, comme oui. quand on voyage, de voyager en paquebot plutôt qu'en avion. Et je trouve c'est devenu du luxe, le temps. Exactement. Pour moi, le luxe, c'est le temps. Et j'avais envie, comme j'ai énormément voyagé, que j'ai fait des voyages pas très classiques quand même, souvent c'est des endroits reculés, ou même d'ailleurs il y a des endroits où on ne peut plus aller. Quand j'étais à Siwa en Égypte, aujourd'hui on ne peut plus y aller. Voilà, et j'avais envie de raconter toutes ces émotions que tu avais pu vivre. Que j'ai rencontrées, parce que j'avais tout noté sur mon petit carnet Moleskine. Tout était là en fait,
Et puis j'avais aussi envie d'être en lien avec d'autres artistes, donc Sanjiro Nakata qui nous a fait ses petits dessins. Oui. On lui a raconté tout ça. Il a mis ça, c'est sublime comme il a rendu tout ça. J'ai un ami qui est plume, qui nous a écrit ses poèmes. Donc j'avais envie de raconter cette histoire d'Elaka, cette grande voyageuse, des contrées lointaines, un peu cette muse intemporelle. Voilà, j'aimais bien cette distance d'imaginer cette femme voyageuse et libre, surtout. Voilà. Quelque part, comme tu as pu être aussi, peut-être. Oui, alors bien sûr, tout le monde dit Elaka c'est toi, Elaka c'est... il y a une distance, et Elaka, je dirais qu'elle est peut-être encore plus libre que moi, finalement. Oui, bien sûr, il y a toujours un peu de soi dans ce qu'on raconte. Voilà, c'était cette liberté. Je voulais j'aime beaucoup la poésie, j'ai toujours adoré la poésie, et j'avais envie d'associer un parfum, un poème, voilà, ce contexte artistique, et puis raconter ces parfums. Tous ces voyages, j'avais envie de les mettre en parfum, j'avais envie de les raconter. Voilà, tu parles de poésie. Quels sont les poètes auxquels tu es plus attaché, plus particulièrement? Baudelaire, Pablo Neruda, Ronsard, Allons voir si la rose. Oui, c'est des poèmes qui m'ont marqué quand j'étais petite. D'ailleurs, la rose dont on parle, Mémoire d'Aïdanine, c'était un accord à l'époque qui s'appelait Allons voir, justement, en référence à Allons voir si la rose de Ronsard. Et alors, en fait, il y a beaucoup d'aventurières, beaucoup plus particulièrement Elaka qu'une autre. Comment est-ce que est-ce que je veux dire, dans ta vie, comment est-ce que tu l'as croisée? Comment est-ce qu'elle est? Et après, elle a sûrement dû devenir une évidence. Comment s'est fait cette rencontre? Alors, et là, ça vient d'Ella Maillard, qui était effectivement une grande aventurière. En fait, à l'origine, c'est mon mari qui la connaissait parce qu'elle est suissesse et mon mari est suisse également comme elle. Et donc, c'était une rencontre. Vous savez, des fois, on touche la main de quelqu'un et il se passe quelque chose. Il y a une forme de transmission. C'est assez inexplicable, je pense. Parfois, on rencontre des gens. Il n'y a pas de hasard. Il y a des gens qu'on rencontre qui sont là pour nous aider ou pour nous donner un message. Voilà. Là encore, j'ai eu sur mon bureau des pierres. Je ne sais pas de qui ça vient. J'ai une petite idée. Un matin, j'ai eu des pierres. Voilà. Mais bon, il y a des gens comme ça sur votre chemin qui sont là. Je pense qu'il y a eu cette rencontre et puis tout ce qu'elle a vécu à travers ses voyages et aussi tout son chemin spirituel était certainement quelque chose que nous, on a eu envie de raconter, de mettre en parfum. Donc, quelque part, finalement, de cette façon-là, nous, ça nous a touchés. Et peut-être, finalement, d'en parler à travers le parfum, c'était une façon de toucher le public aussi avec ça. Parce que, elle n'est pas très connue, Ella Maillard, finalement. Bon, après, il y en a plein d'autres. Il y a Alexandra Davigny, Karen Blixen. Elle a abandonné son milieu bourgeois pour partir en Afrique, monter sa ferme africaine, rattraper la syphilis. Il y a des femmes. Donc en fait, c'est une rencontre. Ouais, c'est une rencontre. Et puis j'ai toujours été fascinée par ces femmes depuis toute petite. Déjà, ma meilleure amie, c'était une femme qui, à 15 ans, elle avait fait le tour du monde en sac à dos, toute seule. Et j'étais fascinée en fait, parce que moi, honnêtement, je n'osais pas en fait. et je disais, waouh, quelle audace! Ah, mais j'adorerais. En plus, elle était belle. Et voilà, je sais pas, il y avait cette espèce de fantasme de ces femmes libres. Oui. Et pour moi, Elaka, elle représente cette liberté, cette femme libre qui dit ce qu'elle a à dire, qui ose, qui va pas forcément dans le sens du courant, et voilà, c'est un cheminement en fait. Et alors justement, tu parles de voyage. Quel a été le premier, ton tout premier voyage? Le premier, c'était Florence. C'était en plus c'est un peu une histoire d'amour, c'est très très personnel parce qu'un des parfums qui s'appelle Baiser de Florence, c'était notre premier voyage. C'était notre premier voyage en tout cas en couple avec mon mari, et ça s'appelle Baiser de Florence parce qu'en fait c'était notre premier baiser. On était dans le musée des Offices et puis il y avait toutes ces odeurs en provenance des églises florentines, d'encens, de myrrhe. Il y avait ces odeurs de bois sculpté, de marbre froid, de béton. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un accord un peu minéral autour de l'ambroxan, de la myrrhe et de l'encens. Et puis il y avait j'avais encore la pâtisserie sur les lèvres, ce sucre glacé avec ces notes un peu d'amande, et voilà, le baiser soudain au milieu des sculptures, complètement inapproprié. Et en fait c'était un moment incroyable parce qu'il y avait à la fois cette spiritualité qui venait des églises. C'était un endroit artistique avec toutes ces sculptures, donc c'était quand même assez impressionnant. Puis j'étais plus jeune, j'étais impressionnée par tout ça. Et puis il y avait ce moment de sensualité avec ce sucre, avec ce baiser. Voilà, et j'aime bien lier toujours la sensualité et la spiritualité. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant derrière ça.
Mais c'est vrai qu'il est très beau. Moi, c'est un de mes Ouais. préférés. Il y en a d'autres, mais c'en est un. Oui, moi aussi. Alors, tu parles de ton mari. Est-ce que ton mari, malgré son travail dans les matières premières, il a un rôle dans El Laka? Oui, il a un rôle, notamment il s'occupe beaucoup de la production, mais aussi sur les concepts. On travaille ensemble en fait sur des voyages qu'on a fait. Donc il n'y a pas tellement de marketing dans la marque puisque tout est vrai. Je veux dire, on a été, j'ai authentique. capturé les odeurs, les photos on les a fait, les parfums c'est moi qui les ai faits. Il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière qui les fait. Oh, mais c'est du vrai marketing. Donc, le c'est- marketing voilà, d'autrefois. au fait, oui, c'est bien parce que voilà, mais tout ça, on en parle ensemble. Il travaille sur le marketing. Il a travaillé aussi sur le flacon, qui est un peu comme un Leica. En fait, c'est Leica, c'était l'appareil photographique des photojournalistes, très connu à l'époque. Et on a voulu avoir Ce clin d'œil. cette forme au Leica, aussi un clin d'œil aux années 30, toutes ces dimensions art déco, voilà. Donc oui, bien sûr, il a un rôle. Il est un peu dans l'ombre, c'est son choix. Mais c'est pour ça que voilà. c'est bien aussi d'en parler, même s'il est Tout dans à l'ombre. fait, tout à fait. Où est-ce qu'on trouve les parfums El Laka? On trouve les parfums au bon marché. On les trouve chez Jovois et on les trouve au bar liquide dans le Marais. Juste avant de terminer, on va faire un petit questionnaire perso. Est-ce que le parfum a une influence sur ton moral? Ah oui, complètement. Ah oui. C'est vrai que moi j'ai besoin de sentir. Je suis toujours là les gens que je croise et qui savent pas que je suis pas, ils doivent vraiment pas comprendre parce qu'en fait j'ai toujours ma main sur mon poignet parce que je mets des parfums un peu partout. Je les teste évidemment et je suis toujours en train de me sentir et je sais pas quand c'est une odeur que j'aime bien. J'y reviens mais sans arrêt. Et on peut me parler d'autres choses. Je suis toujours en train de sentir. Donc moi c'est hyper important. Je suis un peu omnibulée. Ouais. Est-ce que tu as un truc anti-stress? La méditation, c'est le sport. Mais comme je finis toujours, je fais du yoga. Donc, yoga, méditation, il n'y a rien de mieux, franchement. Quel type de méditation? Transcendantale ou pleine conscience? Pleine conscience. D'accord. Je sais pas ce que c'est la transcendantale en fait. Oh, ça serait un autre Oui, podcast. C'est ça, de pleine conscience. Ça vient plus d'Inde. Ça a été mis au point par quelqu'un qui s'appelle Maharishi. Maharishi? Maharishi, oui, exactement. Ah, Ramana Maharshi? Oui. Alors ça doit être transcendantal. Tu en fais un mantra que tu répètes régulièrement. Ah non, alors c'est pas ça. Non, Voilà. non. Moi, je m'assois en tailleur et je fais le vide dans la tête. J'enlève toutes les pensées et je reste comme ça pendant... Est-ce que tu as un geste écolo? Oui, j'éteins les lumières. Je suis un peu paranoïaque. D'ailleurs, il y en a plein ici, là. Je débranche les prises. Oui. Je fais attention sur le tri des poubelles et quand quelqu'un à la maison a mal trié, ça me rend dingue. Donc je défais, je cherche ce qui n'est pas à sa place. Un truc qui n'est pas terrible, c'est que je suis frileuse et j'aime bien chauffer, ça c'est pas terrible, et que je voyage beaucoup, donc je prends les avions. Oui. C'est pas terrible non plus. On peut pas être parfait non plus. Non. Alors pour conclure, Et je fais du vélo. Je D'accord. prends quasiment jamais la voiture. Je suis toujours à pied, en vélo, je cours. Voilà. J'utilise peu la voiture. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion gustative. Donc, je t'avais demandé de venir avec une recette ou un cocktail pour que tu nous l'expliques et que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi. Alors, j'adore le kulfi, en fait, cette glace au kulfi, Oui. donc, qui est à base de cardamome, de pistache, de safran, de lait concentré et de lait. Donc, c'est assez simple, du sucre. Voilà, il faut mettre dans une casserole le lait concentré, le lait, les cardamomes qu'on a broyés, réduits en fait avec les pistaches. Et ensuite, on mélange le tout, on met un petit peu de safran et on met au congélateur. Et j'adore cet accord en fait que j'ai aussi traduit en parfum. Et j'adore cette recette. Tu l'as découvert tout pour la première fois? En fait, j'ai fait des cours de cuisine. C'est des cours de cuisine du CAS, je crois. Oui. Et c'était une indienne, donc j'ai fait parce que j'adore la cuisine indienne, et donc j'avais appris à faire des currys, et j'avais pris ce dessert Avec elle. Avec elle, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup Sonia. Merci. Merci Sonia de t'être prêtée au jeu de mes questions avec tant de générosité. Tu nous as livré plein d'anecdotes sur El Laka et ton processus de création. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti
sur iTunes ou sur SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant le prochain épisode, mardi prochain, sentez-vous bien!